Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. La signature officielle de l'accord de paix durable et la stabilité par la République démocratique du Congo et le Rwanda prévue pour le 27 juin prochain à Washington. Les deux équipes techniques de l'RDC et du Rwanda ont paraphé le texte de cet accord de paix sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Une question orale avec débat adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, pour son auto-évaluation déposée ce jeudi 19 juin 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le député provincial Mukanu Isukama Aubin, qui indique que c'est pour aider le gouverneur de la ville et son équipe à s'auto-évaluer et recadrer son action pour le bien de la population quinoise. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après 3 jours de négociations constructives sur l'intérêt politique, sécuritaire et économique, les équipes techniques de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraphé ce mardi 18 juin 2025 à Washington, États-Unis d'Amérique, un texte de paix en présence de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Alison Hocker. Cette avancée diplomatique s'inscrit dans la continuité de la déclaration des principes signée le 25 avril 2025, toujours à Washington, qui posait des bases du dialogue entre les deux voisins en crise. Dans ces textes paraphés à Washington par les équipes techniques de l'RDC et du Rwanda, il y a le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, des engagements, désarmement, intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques, mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant les CONOPS du 31 octobre 2024, facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, accès humanitaire, cadre d'intégration économique régionale. D'ailleurs, ce jeudi 19 juin, Massad Boulos s'est félicité de cette avancée historique dont la signature officielle le 27 juin 2025 pour la paix durable et la stabilité dans la région de Grand Lac. La République démocratique du Congo, RDC, avenir de la région de Grands Lacs africains, prospective d'une paix durable et mutuellement bénéfique à l'horizon 2040, c'est le titre de la note des plaidoyers des doyens de la société civile du Sud Kivu adressée au gouvernement américain autour de l'accord minerai-sécurité présenté à la presse et à l'opinion tant nationale et internationale à travers un point de presse organisé ce mercredi 18 juin 2025 au CEPAS à Gombe. Cette note s'adresse au gouvernement américain à travers M. Massad Boulos, conseiller du président Donald Trump pour l'Afrique, avec plusieurs ampliations, dont celle à son excellence Faure Gnassingbé, président du Togo et médiateur de l'Union africaine dans le conflit de l'Est de la RDC. Dans cette note d'une dizaine de pages, les doyens de la société civile du Sud Kivu ne jurent que sur la paix, rien que la paix. L'accord minerai contre la paix doit profiter au peuple congolais et son développement durable, insiste-t-il. L'importance de l'accord minerai contre la paix. La population congolaise de l'Est, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, etc. et de l'Ouest, et nous voyons plus spécifiquement Kwamut, dans le Mayendombe, ne rêve que de la paix. Et rien que la paix. Une paix profonde, une paix durable. Contrairement à tous les autres accords de vente de minéraux précédemment signés et qui n'ont pas profité au peuple, celui-ci devrait être différent. Cet accord doit permettre de développer un plan Marshall pour la RDC afin
de favoriser son redressement économique rapide après 3 décennies de destruction totale du fait des multiples guerres. Le Rwanda doit cesser également de tordre l'histoire et prendre tout le monde et le monde entier pour des irréfléchis, des amnésiques ou des imbéciles. Le Rwanda doit cesser ça. Et pour que l'accord minerai-sécurité soit véritablement opportunité de paix dans la région des Grands Lacs africains, les doyens de la société civile du Sud Kivu recommandent ce qui suit. Les USA devraient aider à la reconstruction de l'État congolais comme garantie d'un partenariat durable. Ouvrir le Rwanda à la démocratisation et au respect des droits humains. Envisager ces partenariats stratégiques sur le long terme et de manière systémique afin de promouvoir un développement général de la région des Grands Lacs. Soutenir l'application de la résolution 2773 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 février dernier est une nécessité. Une question orale avec débat adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, pour son auto-évaluation déposée ce jeudi 19 juin 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par les députés provinciaux Mukano Isukama Aubin, qui dit avoir initié cette question par son sens élevé des responsabilités. Gouverner, c'est prévoir, dit-on, nous devons quitter cette mentalité régressive de subir les événements ainsi que les tournures malchanceuses. Les députés Mukano poursuivent en disant le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale et par principe de paternité et devoir de redevabilité, la réussite, tout comme l'échec de l'exécutif, est tout autant nôtre. C'est pour autant qu'au lieu d'attendre pour constater l'échec, nous avons opté pour l'évaluation des mi-parcours et d'enchaîner que cette question orale avec débat est une boussole qui permet de savoir d'où l'on vient, où on est et où on va, précise l'honorable. Sur place, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est reçu et son dossier contenant la question orale avec débat déposé. Adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, cette question orale avec débat va l'aider et son équipe à s'auto-évaluer et ainsi recadrer son action pour le bien de la population quinoise dont il est redevable et les élus provinciaux. Inondations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues, retour en image à l'assistance aux sinistrés de Kinshasa et de Kasangulu, où la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, était sur terrain pour évaluer la situation. Plus de 1600 sinistrés d'ici Tata Raphaël ont reçu des vivres et des produits de première nécessité. Parmi les quartiers les plus touchés et bénéficiaires de cette assistance, Salongo, Ndanou, Limete, Vallée, Massina, Sebo et Kimwenza, Mongafula, quartier 8, Andili, Ensaka, Kisenso et 3 des 8 quartiers de Kasangulu touchés par cette catastrophe naturelle. Et pour y arriver, les financements ont été mobilisés. Un plan d'urgence de 33 milliards de francs congolais pour une assistance sur 3 mois. La ministre Nathalie Aziza Mounana était également dans les hôpitaux où les victimes des inondations étaient internées, notamment à l'hôpital général de référence mères et enfants de Barumbu et au centre de santé Vijana pour vérifier la qualité des soins offerts aux sinistrés. L'occasion pour les bénéficiaires sinistrés hospitalisés d'exprimer leur satisfaction. En date du 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la ministre a tenu sa promesse en distribuant des vivres et produits de première nécessité aux sinistrés hospitalisés. Poissons salés, sémoules, lait, bassines et autres articles indispensables. Et c'est
à la grande satisfaction des sinistrés. Le docteur Laza Mazebo, médecin directeur de l'hôpital mère et enfant des Barumbu, très touché par ces gestes combien louables, a salué l'engagement de la ministre Nathalie Aziza Mounana et le respect de ses promesses, tout en soulignant que cette aide apporte un soulagement concret aux victimes. La ministre a également visité l'hôpital général de référence Massa où elle a réconforté les patients et relayé le message du gouvernement. Engagement des autorités et reconnaissance locale, l'administrateur du territoire et les autorités coutumières, dont Sa Majesté Fumu Difima, ont salué ces gestes humanitaires. Avant de regagner Kinshasa, la ministre Nathalie Aziza Mounana a recueilli les doléances des sinistrés et s'est engagée à les examiner sous 3 semaines. C'est dans la matinée du mercredi 11 juin 2025 qu'a vécu la remise officielle du pavillon de la maternité à l'hôpital public de référence tertiaire des Ontsindwe. Une cérémonie au cours de laquelle ont pris part plusieurs personnalités politico-administratives. Dans son allocution, la directrice médicale Dr Sandra Mpungu a remercié la Fondation Vodacom pour cette action de bienfaisance. En ce jour, nous voulons avant tout dire merci. Merci à la Fondation Vodacom et au Fonds des Nations Unies pour la population pour ce geste fort, pour ce geste humain et essentiel. Pour le docteur Jean-Jacques Mouleni, chef de service de gynécologie obstétrique, la Fondation Vodacom vient d'ajouter un plus dans l'amélioration de la qualité des soins. Aujourd'hui, une accouchée de Sendou, qu'est-ce qu'elle a à envier celle qui accouche dans certains hôpitaux réputés de la ville de Lubumbashi, voire du monde? Ce sont les mêmes lits de travail, les mêmes tables d'accouchement, la même climatisation et les mêmes murs qui brillent, et j'en passe. Le directeur général de l'hôpital public de référence tertiaire, Jason Tsendwe, Dr Foreman Mabala, a quant à lui remercié les bienfaiteurs pour ce partenariat productif. À ce titre, nous saluons chaleureusement cette initiative et nous formulons le vœu qu'elle ne soit pas la dernière, mais le début plutôt d'un partenariat fidèle et durable entre Vodacom Congo et l'hôpital Jason Tsendwe, afin de matérialiser la politique de la couverture santé universelle prônée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi que de Madame Judith Suminwa, Première ministre et chef du gouvernement, ainsi du ministre de la Santé publique, son Excellence Roger Samuel Kamba, occasion pour nous de leur témoigner notre indéfectible détermination et dévouement dans la promotion des soins de qualité à l'hôpital public des références tertiaires Jason Tsendwe. Pamela Ilunga, présidente de la Fondation Vodacom, parle de ces gestes qui entrent dans le cadre des 3 piliers de leur mission. Déjà, c'est la raison d'être de la Fondation Vodacom. La Fondation Vodacom a 3 piliers. Elle fonctionne sur la santé, l'éducation et connecter les non connectés. Et dans ce pilier santé, nous sommes venus ici à Jason Tsendwe pour rénover la maternité que vous avez vue, donner des équipements. Parce que comme nous l'avons dit dans notre discours, donner la vie ne devrait pas être une crainte pour des femmes, elles doivent être dans des conditions humaines, des conditions décentes. Et au 100e anniversaire de cet hôpital Jason Tsendwe, nous avons estimé que c'était le lieu approprié pour venir faire ce geste. Après la coupure du ruban symbolique par la ministre provinciale du genre, s'en est suivi une visite dans le pavillon dans une salle porte le nom du professeur Dr Pablo Ngouej. À notre temps, elle a remis des photos reprenant les premiers moments de l'histoire de Jason Tsendwe, un geste posé par les familles. C'est une œuvre très importante pour nos familles parce que non seulement ma mère est née ici le 16 mai 1925 et le père de Jean-Luc Kamba, lui il est né le 11 juillet 1925, mais dans nos familles, nous avons ressenti la qualité des soins de cette maternité parce que après les naissances de nos parents, toutes les autres naissances ont donné des vies durables. Et une fois encore, merci beaucoup
docteur. Grâce à ce partenariat avec la Fondation Vodacom, les conditions de prise en charge des femmes et leurs enfants s'améliorent davantage à l'hôpital d'Izon Sindwe. Contrairement aux allégations de Crefdel, nous pouvons affirmer que les ouvrages sont construits selon les règles de l'art et les normes édictées par le ministère sectoriel à la satisfaction des bénéficiaires. Affirmation numéro 7. Absence des participations et des sensibilisations des bénéficiaires. À la page 31 de son rapport, le Crefdel affirme que le développement local ne peut être amorcé sans la participation et l'implication des bénéficiaires directs au cycle du projet. Pour contre-vérifier cette allégation, nous avons consulté les documents de préparation du programme disponibles au ministère en charge du plan, ainsi que les comptes rendus des consultations publiques organisées dans les différents territoires pendant la phase de mise en œuvre du programme. Sur base de ces éléments, nous pouvons attester, contrairement aux allégations de Crefdel, que les bénéficiaires directs et les acteurs locaux ont été consultés et associés lors de la préparation du programme pour définir le projet et les besoins sociaux de base. Par ailleurs, des consultations publiques sont régulièrement organisées sur l'appropriation du programme par les communautés locales bénéficiaires et par les autorités politico-administratives. Et pour appuyer le suivi des travaux et renforcer la sensibilisation, des moyens de mobilité ont été alloués aux gouvernements provinciaux et aux administrateurs de territoire. Deux. Réalisation du PDL dans 3 provinces, le Congo central, le Kwango et la province du Kwilu. Quoi qu'il en soit, il est important de souligner que les travaux progressent sur terrain. Le taux d'exécution physique dans les provinces du Congo central, du Kwango et du Kwilu est de 86%. Sur 333 ouvrages, nous avons 174 au Congo central, 79 au Kwango et 80 au Kwilu, en dépit des contraintes liées à l'accès au site, mais également au transport des matériaux. La satisfaction des bénéficiaires est totale. Je me sens à l'aise, je travaille très bien. D'ailleurs, je suis très contente quand j'entre. Je me vois comme si je suis aux anges. J'ai un bon bureau là-bas et je travaille comme il faut. Quand tu vas en promesse, en tout cas, merci beaucoup. Le programme de 145 territoires, vraiment c'est un programme que nous avons beaucoup salué parce que ça nous soulage tant soit peu avec la construction de bâtiments comme ça. Nous avons les centres de santé, nous avons des écoles, vraiment. Grand merci parce que c'est grâce à lui que nous avons ces beaux bâtiments. En conclusion, le rapport du contrôle citoyen n'a pas respecté les règles déontologiques et de transparence dans son élaboration et interroge sa crédibilité. Dans l'entretemps, les travaux progressent dans ces provinces. Tous
seront rangés derrière le PEDEL, exécuté par le gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre, dans le cadre de la matérialisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Voici ce qu'il faut retenir. Contrairement à ce qui est évoqué dans le rapport de contrôle citoyen de CREFDEL, il ressort de nos investigations ce qui suit. 1. La CFF a été sélectionnée par le gouvernement sur la base de son expérience de plus de 15 ans dans la mise en œuvre satisfaisante de projets similaires et ses procédures de gestion. 2. Le marché du PEDEL ont été passés par la CFF dans le strict respect des prescrits de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses différentes mesures d'application, comme l'atteste l'audit de la RMP. 3. Le rapport de contrôle de gestion atteste que le fonds décaissé au profit de la CFF dans le cadre du programme sont retracés et que toutes les transactions sont conformes au protocole d'accord signé avec le gouvernement. 4. Les prix appliqués dans le cadre des marchés du PEDEL ne sont pas surestimés. 5. Les équipements médicaux à fournir dans les centres de santé sont en cours d'acquisition sur un autre financement par le gouvernement. 6. Les ouvrages sont construits selon les règles de l'art et les normes édictées par le ministère sectoriel à la satisfaction des bénéficiaires. 7. Les bénéficiaires directs sont associés depuis la phase de préparation du PEDEL 145 territoires. Arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.